pair et asymétrique, formant à lui seul le squelette du bras. Il s'articule en haut avec la cavité glénoïdale de la scapula et en bas avec le radius et le lumna. Orientation. L'humérus est disposé comme suit. En haut, l'extrémité arrondie de l'os, en dedans la surface articulaire de cette extrémité, en avant la gouttière qui parcourt de haut en bas l'extrémité proximale de l'os. Description. L'humérus présente, comme tous les ovans, un corps et deux extrémités, l'une proximale, l'autre distale. Corps de l'humérus. Le corps de l'humérus est légèrement tordu sur son axe vers sa partie moyenne. Il est irrégulièrement cylindrique en haut et prismatique triangulaire en bas, ce qui permet de lui décrire trois faces antéro-latérales, antéro-médiales et postérieures, et trois bords antérieurs, médial et latéral. Face antéro-latérale. La face antéro-latérale regarde en avant et en dehors. Elle présente un peu au-dessus de sa partie moyenne une crête rugueuse, oblique en bas et en avant. Cette crête forme avec la partie correspondante du bord antérieur de l'os une tubérosité en forme de V, la tubérosité deltoïdienne. Au-dessous de cette tubérosité, la face antérolatérale de l'os est lisse et donne attache au muscle brachial. La face antéromédiale regarde en dedans et en avant. Elle présente à sa partie moyenne et près du bord médial de l'os une empreinte rugueuse elliptique d'empreinte d'insertion du muscle coracobrachial. Au-dessus de cette empreinte, la face antéromédiale présente une crête rugueuse, la crête du tubercule mineur, sur laquelle s'insèrent les tendons des muscles grand rond et grand dorsal. Au-dessous de l'empreinte, la face antéromédiale est lisse et donne attache au muscle brachial. L'insertion de ce muscle s'insinue en haut entre l'empreinte d'insertion du muscle coracobrachial et la tubérosité deltoïdienne. À ce niveau s'ouvre généralement le foramen nourricier de l'os. La face postérieure est légèrement convexe et lisse. Elle est creusée à sa partie moyenne d'une gouttière oblique en bas et en dehors, le sillon radial, dans lequel chemine le nerf radial et l'artère brachiale profonde. Ce rapport intime explique la possibilité d'élésion du nerf radial dans des fractures diaphysaires de l'humérus. Au-dessus du sillon radial s'insère suivant une surface linéaire le chef latéral du muscle triceps brachial. Au-dessous du sillon, la face postérieure est lisse et donne attache au chef médial du triceps brachial. Bord antérieur. La crête du tubercule majeur forme le tiers supérieur du bord antérieur. Elle donne insertion au muscle grand pectoral. La partie moyenne forme le segment vertical de la tubérosité deltoïdienne sur laquelle s'insère le muscle deltoïde. Au-dessous de la tubérosité deltoïdienne, le bord antérieur devient mousse et arrondi et donne insertion au muscle brachial. Il se bifurque au voisinage de l'extrémité distale en deux branches qui délimitent la fosse colonoïdienne. Bord latéral. Le bord latéral est mousse en haut, interrompu à sa partie moyenne par le sillon radial. Il devient mince et tranchant dans sa partie inférieure, où il forme la crête supracondylaire latérale sur laquelle s'insèrent les muscles brachio-radial et donc l'extenseur radial du cap. Bord médial. Le bord médial est mousse et arrondi dans sa moitié supérieure. Il est net et tranchant dans sa moitié inférieure, où il forme la crête supracondylaire médiane. L'extrémité proximale de l'humérus est arrondie dans son ensemble. Elle est attachée au corps par un segment rétréci, le col chirurgical de l'humérus, qui constitue une zone de prédilection des fractures de l'extrémité proximale de l'humérus. Elle présente trois saillies, l'une volumineuse arrondie et articulaire de la tête de l'humérus, et deux saillies non articulaires, le tubercule majeur et le tubercule mineur. Tête de l'humérus. La tête de l'humérus est une saillie arrondie, lisse et régulière, représentant environ le tiers d'une sphère de 50 mm de diamètre, un peu plus étendue dans le sens vertical que dans le sens antéro-postérieur. Sur un sujet debout, le bras pendant le long du corps, la tête de l'humérus se regarde en dedans, en haut et en arrière. Son axe forme avec celui de la diaphyse un angle de 130 degrés. Il forme avec l'horizontale un angle de 45 degrés et il forme avec le grand axe de l'épiphyse distale un angle de déclinaison de 20 degrés ouvert en dedans. À l'état frais, la tête de l'humérus est revêtue d'une couche de cartilage hiatal et s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula. Elle est circonscrite par un sillon à peu près circulaire, le col anatomique. La lèvre médiale du col anatomique forme le pourtour de la surface articulaire.
Elle est représentée par deux lignes courbes, l'une supérieure, l'autre inférieure, légèrement convexes en bas et en dehors, qui se réunissent en avant et en arrière suivant un angle obtus ouvert en dehors, formant deux petites encoches sur la surface articulée. Tubercule majeur. Le tubercule majeur est une saillie osseuse irrégulièrement arrondie et volumineuse, située en dehors de la tête de l'humérus, sur le prolongement de la face latérale du corps de l'os. La face postéro-supérieure de ce tubercule présente trois facettes disposées d'avant en arrière et de haut en bas, destinées respectivement aux insertions des muscles supraépineux, infraépineux et petit rond. Tubercule mineur. Le tubercule mineur est une saillie osseuse, plus petite que la précédente, située sur la face antérieure de l'os, en avant de la tête et en dedans du tubercule majeur. Il donne insertion au tendon du muscle subscapulaire. Le sillon intertuberculaire. Le sillon intertuberculaire est une gouttière verticale, large et profonde, comprise entre les deux tubercules majeurs et mineurs. À l'état frais, ce sillon est transformé par un ligament huméral transverse en un canal osteo-fibreux dans lequel passe le tendon du chef-dent du biceps brachial. La lèvre latérale du sillon intertuberculaire se prolonge en bas par la crête du tubercule majeur. La lèvre médiane se prolonge en bas par une crête à peine marquée, la crête du tubercule mineur. L'extrémité distale de l'humérus est fortement aplatie d'abord en arrière et allongée transversalement. Elle est de plus incurvée en avant et correspond à la zone de moindre résistance de l'os et siège de prédilection des fractures de l'extrémité distale. Elle est constituée par une portion moyenne de condyle de l'humérus et par deux saillies latérales, l'épicondyle médial et l'épicondyle latéral. Le condyle est lui-même constitué par deux surfaces articulaires, la trochlée en dedans et le capitulum en dehors, et par trois fossettes, la fosse colonomydienne, la fosse radiale et la fosse olécranienne. Trochlée de l'humérus. La trochlée a la forme d'un segment de poulie qui accomplit environ les trois quarts d'une circonférence. Elle est constituée par deux joues séparées par une gorge au sillon trochléen. La joue médiale est plus étendue et descend plus bas que la joue latérale. Le sillon trochléen décrit un trajet spiroïde. Cette disposition explique le cubitus valgus physiologique dans l'extension de la membrane. La trochlée est surmontée en avant par une petite dépression, la fosse colonomydienne, dans laquelle vient se loger le sommet du processus colonomique de Lugna dans des mouvements de flexion de l'avant-bras sur le bras. Elle est surmontée aussi en arrière par une fossette beaucoup plus profonde et plus large que la précédente, la fosse olécranienne, où se loge le processus onconé de l'olécrane dans des mouvements d'extension de l'avant-bras. Capitulum de l'humérus. Le capitulum est un segment de sphéroïde légèrement aplati transversalement et situé en dehors de la trochlée. Il déborde en avant, il regarde en bas et surtout en avant, si bien qu'il n'est jamais visible sur la face postérieure de l'os. Le capitulum s'articule avec la fovea radiale dans des mouvements de flexion du coude. Il est surmonté par une petite dépression, la fosse radiale, qui reçoit le rebord antérieur de la fovea radiale dans des mouvements de flexion de l'avant-bras. La trochlée et le capitulum sont séparés par une gouttière circonférentielle, la zone capitulo-trochléaire, qui répond au biseau-radial dans la flexion de l'avant-bras. Épicondyle médial. L'épicondyle médial est une saillie osseuse située au-dessus et en dedans de la trochlée. Il est fortement déjeté en dedans et aplati d'avant en arrière. La face antérieure de l'épicondyle médial est rugueuse et donne insertion aux muscles fléchisseurs de l'avant-bras, muscles renfronateur, muscle fléchisseur radial du quart et muscle long palmé, muscle fléchisseur ulnaire du quart et muscle fléchisseur superficiel des doigts. La face postérieure est lisse et souvent creusée d'un sillon vertical dans lequel glisse le nerf ulnaire. Ce rapport intime explique la possibilité des lésions de ce nerf dans les fractures de l'extrémité distale de l'humérus. Épicondyle latéral. L'épicondyle latéral est une saillie osseuse, irrégulière et rugueuse, située au-dessus et en dehors du capitulum. Il est beaucoup moins volumineux que l'épicondyle médial. La face antérieure de l'épicondyle latéral donne insertion au muscle supinateur
et au muscle court extenseur radial du cadre. La face postérieure donne insertion au muscle extenseur de l'avant-bras, muscle encodé, muscle extenseur commun des doigts, muscle extenseur du petit doigt et muscle extenseur ulnaire du cadre.